Karen Laure, tu nous as fait une matinée assez exceptionnelle ce matin avant d'arriver dans le studio. On est ravis de te retrouver là-dessus. On va parler de risques. Ce matin, tu as un peu défié toutes les probabilités, en plus de l'importance de prévenir les risques, en fait. Parce que tu as un peu enchaîné pour venir au studio. Tout à fait. J'ai vraiment eu... j'ai enchaîné les catastrophes. Voilà. Ouais, problème de clé, problème de téléphone, un peu de problème de métro. Non, c'est bon. J'ai pas eu de problème de métro. Non, on aurait pu, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme quoi, je pense que c'était un peu prémonitoire. T'as eu peur que ce soit prémonitoire pour un mauvais épisode? Moi, je te garantis que ce sera pas le cas. Complètement. Je crois parfois un peu dans les signes de l'univers, oui, mais... moi, je crois que c'est juste prémonitoire sur, justement, c'est l'inverse. C'est que ça explique que la vie... tu vois, elle n'est pas toujours comme expected, comme pas attendu. Pas toujours linéaire, et qu'il faut savoir par moment ne pas prendre de risques dans la vie et puis investir comme il faut. Ça tombe bien, c'est ce que tu fais. Superbe transition. c'est fou quand même. Et on va parler un peu de ça parce que bon, soyons honnêtes, investir sans risque, moi, un plus 50% tous les ans sans risque, je prends tout de suite. Bon, j'imagine que tu vas pas me balancer ce genre de taux, non. Mais tu as quand même des trucs assez intéressants dans ta besace, dans ce que tu proposes avec Swave. Alors, tu vas m'expliquer un peu comment on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et avant tout ça, pourquoi toi, tu es legit là-dedans? Comment tu as atterri là-dedans? Est-ce que tu es né dans la finance? Ok, alors c'est une bonne question. Alors je sais pas si je suis legit entre guillemets dans le sans risque, mais moi je viens d'un background qui est effectivement financier, mais qui est très loin du sans risque, parce qu'au contraire je travaillais vraiment on peut dire au cœur de la fabrique du risque. Je travaillais dans les salles de marché d'une banque française en structuration de produits plutôt exotiques, donc ce qu'on appelle les produits d'investissement algorithmique crédit et taux. Quelle banque? Donc moi à la BNP. Okay. Donc j'ai fait ça pendant plus de 7 ans, donc j'étais vraiment plutôt du côté produits très risqués et plutôt du côté institutionnel. Okay. Là où avec Swave, on va aller sur des produits sans risque, notamment pour des particuliers. Donc tu vois, c'est vraiment un 360, enfin un 180 plutôt. T'as fait une overdose de risque? J'ai fait une overdose de risque, clairement. Mais pour autant, cette expérience, tu vois, ça m'a quand même donné déjà une bonne compréhension du marché des taux et du crédit, évidemment. Mais aussi une sorte de compréhension de ce que les gens attendaient, les particuliers, parce que du coup j'étais assez fréquemment sollicitée sur la problématique suivante par des proches, des amis, etc. Voilà ce que mon banquier m'a proposé, je n'y comprends rien, peux-tu m'aider à décrypter cette proposition, voilà ce que mon CGP m'a proposé, etc. Et en fait je prenais le temps à chaque fois, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, in fine, une fois que j'avais vraiment décrypté, moi j'aime beaucoup expliquer aux gens les risques encourus, les possibilités, etc., le champ des possibles. En fait, les gens étaient complètement tétanisés et ça finissait toujours par une sorte d'inhibition d'action. En fait, ils n'investissaient pas, quoi. Ou alors, ils se reportaient toujours vers leur livret A, leur fonds euro. Et donc, ce qui était assez flagrant, mais qui paraît être un peu une banalité aujourd'hui, c'est que les particuliers en France ne veulent pas prendre de risques. Enfin, en moyenne, il y a une aversion au risque qui est hyper importante. Et cette expérience en marché, bien que plutôt portée sur des produits très risqués, m'a quand même fait entrevoir ce problème, quoi. C'est 100% ressenti, en tout cas, l'inhibition, comme tu le dis, à prendre des risques. Moi, en effet, je le sens, et puis je le vois avec les auditeurs de la Martingale. Ou alors, il y a quand même un moment où tu es prêt à prendre des risques quand tu vois que les marchés sont bien haussiers pendant un bon moment. Un peu trop tard, juste avant que ça se pète la gueule. Cette espèce de FOMO, exactement. Le bon. Et ça, les biais de confirmation, tout ça, tu prends ta porte dans la gueule et puis après tu dis, bon allez, je prendrai plus de risques pendant très longtemps. Et puis après tu reprends. Pile au moment, en stratégie quantitative, justement, tu as des algorithmes, des patterns qui s'appellent des patterns de trend following, justement, parce que les marchés qui ont eu tendance à baisser par le passé vont continuer à baisser. Il y a une sorte d'inertie. Les tendances, quoi. Et les marchés qui ont eu tendance à monter sur le passé proche vont avoir tendance encore à monter. Et ce qui est très dur, c'est de déterminer le pattern qui te dit, oui, là, ça va continuer à monter, et puis là, on va avoir ce qu'on appelle un reversal, et puis là, ça va se péter la gueule. Bref, tout ça pour dire que c'est le fait d'avoir des comportements moutonniers sur les marchés risqués, c'est très commun, mais ce qui est très dur, ce qui est quasiment impossible pour un particulier, c'est d'essayer de timer le marché sur, là, ça monte, ça va continuer à monter, on y va. Alors que là, ça descend, etc. En tout cas, moi, j'invite plutôt les particuliers à essayer de ne pas essayer de timer le marché, quoi. C'est trop difficile. Ouais. Ou alors, il faut devenir un pro, entre guillemets. Il faut que ce soit quasi une passion. C'est-à-dire que les rares que je connais, que j'ai pu recevoir ici, de près de loin, qui font un peu ça, en fait, ils sont obsédés par le marché, quoi. Je veux dire, ils font que ça. Enfin, ils sont devenus pros quelque part. C'est-à-dire que c'est un hobby à 1 ou 2 heures par jour, tu vois. Enfin,
Et même les véritables pros, donc pour avoir été en salle de marché avec moi j'étais plutôt du côté structuration quant, mais les traders dont c'est le véritable métier, même les traders te disent aisément que c'est extrêmement compliqué, que c'est un métier qui n'est pas du tout... on n'a aucune certitude à aucun moment, quoi. Même, eux-mêmes se prennent des paumes parfois légendaires. Et puis c'est assez... un lieu commun, on le sait que les traders... ils gagnent beaucoup quand ça monte et ils perdent quand même pas mal quand ça descend. Hein, c'est souvent assez directionnel avec le marché, quoi. Ok. Toi, tu faisais des quants. Oui. J'ai étudié un peu le quant il y a 20 ans, mais vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Alors, en fait, on écrit des modèles, on écrivait des modèles dans notre équipe de finance quantitative, donc, qui visait à écrire des algorithmes déterministes pour dire quand on va observer tel signal ou tel pattern dans le marché, on va acheter ça, on va vendre ça dans telle proportion, etc. De manière à ne plus avoir à prendre aucune décision discrétionnaire. C'est plus du feeling. Donc, c'est de la gestion vraiment de la même manière que tu pourrais avoir un asset manager qui va faire sa gestion en lisant la presse, en disant là, aujourd'hui, pour telle et telle raison, je vais faire ça et ça. C'est la même idée, mais finalement, ça va être complètement déterministe en fonction de l'algorithme que tu as écrit en amont. Donc, il faut bien réfléchir ces algorithmes, puisqu'une fois que la machine est lancée, tu ne peux plus les modifier, d'ailleurs d'un point de vue réglementaire. Donc, il faut vraiment les tester dans plein de régimes de marché, dans plein de géographies, etc., et les rendre assez robustes, quoi. Souvent, ils sont testés sur des chiffres passés, c'est ça, pour essayer de faire en sorte. Et souvent, ils sont testés sur des chiffres passés. Donc, tu as évidemment un petit biais de backtesting, ce qu'on appelle, où tu vas avoir potentiellement tendance, alors on essaie de ne pas le faire, mais à optimiser ton backtest, parce qu'effectivement, ex post, c'est beaucoup plus facile de dire cette stratégie a très très bien marché sur les 15 dernières années, mais en fait, ce qui compte, et d'ailleurs ça c'est très important pour les gens qui font des stratégies risquées, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la live date, donc c'est la vraie date à partir de laquelle le produit, le fonds d'investissement, la stratégie a été lancé. Et pas toutes les années avant où on vous donne un graphique qui n'a aucune valeur véritable ou une valeur moindre. Je peux réécrire l'histoire complètement avec ce graphique. Je choisis mes... du survivant. Là, on se rend compte que... Ok, on va perdre tous les gens qui sont averses au risque. Non, c'est ma faute. Mais c'est pour finir sur ce sujet quand même, parce que c'est une boîte qui me fascine. Tu connais Renaissance Technologies, Rentech? Non. Pas particulièrement, non. Ok, alors je vais t'envoyer, si t'as grenouillé là-dedans, je vais t'envoyer un podcast qui s'appelle Acquired sur Rentech, qui fait du quant, ce sont des Américains. C'est un hedge fund? En fait, ils n'investissent maintenant plus que leur propre argent. Ils refusent l'argent de l'extérieur. Ils font des carried, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent, donc des sortes de primes à la performance à la fin de l'année de 50%. Et ils battent tout le monde depuis la fin des années 70, début des années 80. À tel point que quand on les regarde de l'extérieur, on se demande s'ils n'ont pas inventé une IA avant tout le monde. C'est vraiment magique. Ils ont trouvé la martingale. Ouais, ils ont trouvé la martingale. Renaissance Technologies, je mettrai le lien de ce podcast pour ceux qui parlent anglais. Et puis, un jour, on va le traduire, on va faire quelque chose là-dessus. Bon, revenons à nos moutons. Donc, Karen Laure. Swaive, S-W-A-I-V-E. Donc, ma compréhension, c'est que ce que vous proposez, c'est du placement garanti. Vous allez me proposer un rendement. Quand je dis garantie, c'est garantie, full garantie ceinture bretelle, tu vas me dire après. Ouais, et le rendement, j'imagine qu'il doit être... Plus tu loques mon argent, plus il est élevé, j'imagine. Alors, pas nécessairement, mais effectivement, donc Swaive, on a créé la première plateforme d'investissement qui est entièrement dédiée au placement sans risque. Ce qui n'existait pas jusqu'alors, parce que effectivement les placements sans risque, c'est pas hyper sexy, on va pas te vendre des rendements à 2 chiffres chaque année, etc. Mais c'est des placements qui sont sécurisés. Et qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs un placement sans risque? On est beaucoup challengé sur le fait que, sur cette terminologie, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est sans risque? Est-ce que c'est véritablement sans aucun risque, etc. Un placement sans risque, c'est un placement où en fait le risque de perte en capital est tellement minime parce qu'il est garanti par des acteurs qui ont une solidité financière telle qu'en fait on a quasiment la garantie absolue, alors je dis quand même quasiment parce qu'on va y revenir, de récupérer sa mise initiale. Donc on ne peut pas perdre son capital. Et concrètement, ce sont des placements qui présentent les mêmes garanties qu'un compte courant, mais qui donnent en gros du rendement en plus. Et pour ce que tu disais sur plus on lock son argent au long terme, plus on a du rendement.
Alors, c'est pas c'est pas toujours vrai, c'est pas exactement vrai, parce qu'en fait, les drivers qui vont déterminer le rendement de ton placement sans risque, il y a différents éléments. Le premier, la baseline, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Donc, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Donc, il y a 3 taux directeurs à la Banque Centrale Européenne. L'un d'eux s'appelle le taux de facilité de dépôt. Et donc, ça, c'est vraiment le taux où, en Europe, quand une banque confie son argent à la Banque des banques, donc à la BCE, tous les soirs, la BCE va donner des intérêts sans aucun risque, des intérêts qu'on appelle overnight. Et donc, c'est finalement le taux sans risque un jour. Aujourd'hui, ce taux sans risque un jour, donc c'est Madame Lagarde qui le refixe toutes les 6 semaines. En ce moment, il est plutôt en train de baisser, mais il est à 2,25%. Donc, on a ce taux sans risque qui est à 2,25%. Et on a 3 autres variables en fait qui vont faire varier le rendement des placements sans risque. Mais il faut savoir que ça va toujours quand même graviter autour de 2,25. Je dis ça parce qu'il y a énormément comment on peut appeler ça, de scams, d'arnaques en ligne, etc. Donc, si vous voyez, chers auditeurs, un placement sans risque, 100% garanti, etc., sur des pubs, parce que malheureusement, les réseaux sociaux modèrent assez mal ce genre d'arnaque, mais à 9% par an garanti, à 4 fois le taux sans risque, ce n'est pas possible. Donc, actuellement, les rendements vont varier autour de 2,25. Alors, ça peut aller de 1,8 à peut-être 3, mais ça n'ira jamais au-dessus. Donc ça, c'est le premier cadre. Et ensuite, ce qui va faire changer ce rendement, ça va être, deuxièmement, le terme du placement. Donc, comme je vous le disais, l'échéance. Si on s'engage sur 3 mois, c'est pas le même rendement que si on s'engage sur 6 mois, que si on s'engage sur 12 mois, etc. Pour autant, c'est pas forcément croissant. Donc, le taux annualisé à 3 mois va pas nécessairement être inférieur au taux annualisé à 6 mois, qui va pas nécessairement inférieur au taux annualisé à 12 mois. La plupart du temps, dans des régimes de marché classiques, c'est le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je ne sais pas si on reviendra exactement sur ce sujet plus tard. Mais il y a quand même des petites choses à savoir sur ce qu'on appelle la courbe des taux. Donc, la courbe des taux, c'est en fonction de chaque échéance quel est le rendement. Okay. Donc, on disait la baseline, le taux sans risque de la BCE, les différentes échéances qui modulent un petit peu tes rendements. Je te pose, pardon, je reprends, mais 2,25%. Ouais. Donc ça, pour tous, c'est super important. Ouais. Ce que tu me dis, Karen Laure, c'est que on pose ça dans notre tête en ce moment, aux alentours de 2%. Ouais. C'est le taux sans risque. Dès qu'on s'en éloigne, donc si on va en dessous, ça veut dire que il y a quelqu'un qui croque ton argent quelque part. Donc voilà. D'une certaine manière. Alors, pas toujours. Ok, on y viendra. Pas toujours, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, si tu vas aujourd'hui sur un compte à terme, mettons à 1 an. Donc, la banque, il faut savoir qu'un compte à terme, c'est un placement sans risque, mais j'expliquerai mieux, mais qui te garantit un rendement, c'est figé dans le marbre, c'est contractuel, il ne bougera plus. Il n'est pas sujet aux baisses de taux ultérieures. Donc, c'est pas toutes les 6 semaines. Exactement. Donc, dans 1 an, j'aurai... Quoi qu'il arrive, mon 1,5%, si c'est 1,5%. Par exemple. Et pourquoi ce 1,5%, c'est un petit peu plus, mais mettons 2, pourquoi ce 2% est inférieur au taux sans risque actuel ? Parce que le marché anticipe, ce qu'on appelle les taux forward, que on va avoir X baisse de taux consécutives jusqu'à dans 1 an. Donc, très probablement, on ne peut pas te garantir ce 2,25 sur l'année. Si le marché avait anticipé que les taux allaient monter sur l'année prochaine, sur les 12 prochains mois, ton taux de rendement compte à terme aurait été un petit peu supérieur à 2,25. Je le refais dans mes mots pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, là, on a un 2,25 qui est revu toutes les 6 semaines. Exactement. Dans 6 semaines, il est probable mais qui est le taux un jour. Et le taux un jour. Dans 6 semaines, il est probable que ce 2,25 passe à 2,20, puis à 2,15, puis à 2,10, puis voilà. Et puis sur l'année, en fait, à la fin, il sera passé à 1,80. Et donc, ceux qui s'engagent à te rendre de l'argent dans 1 an, ils peuvent pas te garantir un 2,25. Ils doivent te balancer un truc qui est un peu lissé. Donc, comme dans 1 an, ce sera 1,80, ils vont te dire 1,90, quoi. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Okay. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, tu as le taux sans risque, les différentes maturités, où on doit du coup anticiper un peu ce qui va se passer à l'avenir selon l'échéance. Et après, on a un autre facteur qui va un petit peu faire varier le rendement de ces placements. C'est le risque de crédit de la banque dépositaire. Donc, je m'explique plus clairement. La banque qui va héberger ce placement sans risque, qui va le loger, si elle est hyper solvable, elle va pas payer hyper cher son cash. Donc, en fait, un placement sans risque, concrètement, c'est que tu prêtes ton argent à la banque et la banque prend acte que tu lui as prêté via un contrat et donc elle te rémunère pour ce prêt, quelque part. Donc, une banque très bien notée va rémunérer moins cher qu'une banque très mal notée qui est un peu au bord de la faillite, pour grossir un peu le trait. Il y a des banques très mal notées en France ? Tu as toujours des banques qui sont plus ou moins bien notées. Nous, les banques qu'on a en tête, top of mind, évidemment, c'est des banques très bien notées. C'est quoi mais c'est les grosses, c'est BNP, Société Générale, Banque Populaire, La Poste, tout ça. Le marché bancaire français, il est
assez consolidées. Donc, en fait, la réalité, c'est que toutes les banques qu'on connaît, nous, elles vont faire partie de 6-7 groupes bancaires qui sont des énormes mastodontes, qui sont même des groupes de banque assurance. Donc, si on prend un exemple très simple, mais le groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est non seulement Crédit Mutuel, mais c'est aussi CIC, mais c'est aussi Fortuneo. Enfin, voilà. Donc, tous ces groupes-là sont des groupes bancaires qui sont en général très, très bien notés. Et puis après, on a des petites banques un peu plus marginales, moins connues. Tu vois, le nombre d'établissements de crédit, donc ce qu'on appelle communément une banque, qui cotise au fonds de garantie de la Caisse des dépôts. Donc, il y en a plus de 300. Donc, on n'en connaît pas 300 en vrai. Mais les banques principales qu'on connaît, les 6 gros groupes bancaires, sont très bien notés. Donc, tu as la notation de la solvabilité de la banque. D'ailleurs, à ce titre, c'est pas une stratégie complètement absurde de se dire je vais aller prendre un placement sans risque dans une banque un peu moins bien notée parce qu'elle paye un peu plus de rendement, parce que de toute façon, après c'est une conviction, hein, je ne pense pas qu'elle fasse faillite, et en plus si elle faisait faillite, mon placement sans risque, mais je vais expliquer ça plus tard, mais va être garanti par la Caisse des dépôts à hauteur de 100 000 euros. Donc mettre 99 000 euros dans un placement sans risque dans une banque un peu moins bien notée pour avoir un rendement un peu plus attractif, ça peut être une stratégie. Voilà. Et enfin, le dernier élément qui va faire varier un peu le rendement, ça c'est plus tactique, mais c'est, on va dire, c'est des ajustements qu'on peut pas connaître nous en tant que client, mais une banque va avoir à un instant T peut-être un besoin de liquidité accru sur un truc spécifique. Je donne un exemple, une banque va faire un prêt de plusieurs milliards à une boîte à horizon 5 ans. Donc, comme la banque, elle a toujours besoin de faire matcher en fait ses actifs et son passif et surtout la duration des deux, elle va avoir besoin de collecter beaucoup d'argent et avoir la certitude que cet argent, il va être là pendant 5 ans. Donc, par exemple, son taux de compte à terme 5 ans va peut-être être soudainement plus attractif. Ça, c'est des petits arbitrages très temporairaires de besoin de liquidité des banques qui vont déformer un peu leur grille en fonction de leur activité. Mis sur le marché par des traders, qui à un moment vont quoi pardon, qui est-ce qui appelle ça? Justement, c'est tout le point de, en fait, finalement, notamment de Swave, c'est que ces placements sans risque, donc typiquement livrets et compte à terme, ce sont des placements qui sont complètement discrétionnaires à la main de la banque, auxquels on ne peut pas souscrire via un trader, un marché, une application, etc. Et normalement, le processus, la marche à suivre habituelle pour y accéder, on est un peu bloqué dans les années 90, quoi. On doit appeler son banquier, ou écrire un mail à son banquier, lui demander la grille de taux, donc les différents rendements pour les différentes échéances. Alors potentiellement, il n'a pas toutes les échéances qui te conviennent, etc. Puis il négocie un peu comme un marchand de tapis. Et en fait, la grille de taux qu'on va te servir, ça va vraiment dépendre, mais j'exagère pas, ça va vraiment dépendre est-ce que ton banquier t'aime bien, est-ce qu'aujourd'hui il est en bonne forme, est-ce qu'il a envie de te faire plaisir, est-ce que ton ticket est suffisamment grand pour qu'il ait envie de faire de la rétention de dépôt, parce qu'en fait si tu as 15-20 000 euros, tu vas avoir une grille de taux beaucoup moins attractive, ce qui est vraiment très injuste, que si tu as 500 000 euros. Donc tout ça fait que c'est un marché extrêmement discrétionnaire sur lequel il n'y a pas de transparence, et donc et en plus c'est assez fastidieux parce qu'on doit itérer par email, etc. Mais tout ça pour dire que c'est pas transparent comme marché. Donc je comprends un peu les mécaniques. Donc je sais pas, moi, je dis une connerie, je suis LVMH, je veux acheter un nouveau bureau et lancer un nouveau projet à 5 milliards. Je vais voir 2 de mes banques et je vais emprunter 2,5 et 2,5. Ou mettons, j'apporte 1 milliard, je vais emprunter 4 milliards 2 et 2. Et puis les banques disent oui, mais elles vont aller chercher sur les marchés. Il leur faut des fonds propres, c'est ça un peu. Exactement. Donc pour avoir un peu des liquidités quelque part qui garantissent qu'ils peuvent prêter cet argent. J'ai un peu compris ça dans un épisode, j'y reviendrai aussi, que j'ai enregistré récemment et sorti avec Philippe Brassac, qui est le patron du Crédit Agricole, qui s'en va ce mois-ci et qui m'a dit des choses intéressantes que je vais reprendre sur la suite. Je comprends tout ça. Normalement, qui prête ces 4 milliards ? Parce que moi, Mathieu Stéphanie, on m'appelle pas, on me dit hey, Matt, t'as pas 2000 balles à me filer. Toi, je peux faire ça avec Swave? Exactement. Donc, en fait, les banques. Quand on t'appelle, on dit Karen Laure, vas-y, t'as pas 2 milliards. 2 milliards. Non, mais c'est ça. Les banques, elles vont se financer, puisque comme tu disais, elles ont des actifs et des passifs, elles doivent prêter de l'argent et en collecter. Donc, elles vont collecter de l'argent de différentes manières. Elles vont collecter de l'argent sur les marchés financiers en émettant des obligations. Elles vont collecter de l'argent en empruntant potentiellement aux banques centrales. Les obligations, elles sont achetées par qui? C'est des fonds, des BlackRock, des machins, des trucs. Ça peut dépendre. Il y a toutes sortes d'acteurs qui opèrent et qui achètent, ça peut être incorporé dans des fonds, ça peut être acheté en direct, etc. Mais elles vont aussi collecter de l'argent, tout simplement, auprès des particuliers de différentes manières. La manière la plus évidente, qui d'ailleurs nous échappe, parce que c'est pas comme ça qu'on le conçoit, mais c'est que quand toi, Mathieu, tu as de l'argent sur ton compte courant,
En réalité, tu le prêtes à ta banque. Ton argent qui dort sur ton compte courant, ta banque, elle l'utilise, elle l'a sur ce qu'on appelle son bilan, et après, elle en fait ce qu'elle veut, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu tout le point, c'est que on a 1300 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français. D'une certaine manière, on ne le conçoit pas ainsi, mais on prête cet argent à la banque gratuitement, qui en dispose. Et nous, ce qu'on veut... Et la banque, d'ailleurs, génère énormément d'intérêt sur cet argent, au taux sans risque de la BCE, donc plus de 40 milliards l'année dernière et la même chose l'année d'avant. Et nous, notre objectif, c'est de dire, en fait, il existe des placements sans risque qui ont les mêmes garanties qu'un compte courant, mais qui en plus donnent du rendement. Et on aimerait réfléchir, les gens doivent savoir qu'il est possible de réfléchir ces intérêts qui sont générés sans risque vers les déposants et pas vers les banques. Je vais reformuler ce que tu viens de dire pour que tout le monde comprenne bien un truc qui est très mal compris comme tu le dis. Quand j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, mettons 100 000, mais peu importe, je suis riche, j'ai beaucoup de cash sur mon compte en banque, mon compte courant. Tout à fait. Quand j'ai 100 000 euros sur mon compte courant, ma banque gagne en ce moment 2250 euros par an. Exactement. Sur mon dos. Exactement. Sachant que l'année dernière, le taux sans risque en moyenne, il était à 3,73 sur l'année. Donc l'année dernière, c'était 3300. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment très simple. C'est presque étonnant que ce soit pas mieux compris. Mais quand on dit que l'argent dort sur notre compte courant sans rémunération, c'est vraiment du point de vue du déposant. Parce qu'en réalité, la rémunération est là. Mais simplement, elle est perçue et engendrée par la banque. Et en plus, c'est quelque part une aubaine, cette masse monétaire qui sommeille pour les banques, puisque en France, en particulier en France, on a un profil de risque assez spécifique, on en parlait tout à l'heure, on a quand même assez peur de prendre des risques. Donc le compte courant, si tu veux, c'est le Graal de la sécurité. Ouais. Donc, alors que si on dit aux gens, oui, mais le Graal de la sécurité, pourquoi ? Parce que garanti par la banque à 100% et parce que garanti en dernier ressort si la banque fait faillite par la Caisse des dépôts. Donc, tu as 2 couches de garantie successives qui font que toi, tu perçois ton compte courant comme un placement hyper safe. D'ailleurs, tu ne le perçois même pas comme un placement tellement pour toi, c'est safe. Sauf qu'il y a plein de placements qui présentent ces mêmes couches de garantie et qui donnent en plus du rendement. Et donc là, on en arrive un peu à l'aberration de pourquoi j'ai voulu construire Swave. C'est que normalement, dans le monde de l'investissement, on te dit, il y a un compromis qui s'appelle le compromis rendement-risque. Et plus tu prends des risques, plus tu vas avoir potentiellement de rendement et potentiellement au prix de perte importante aussi. Mais voilà. Sauf que là, on est sur un arbitrage où on parle pas de prise de risque, mais plus de rendement. Donc, en fait, ne pas aller sur des placements sans risque et garder de l'argent en compte courant, en tout cas, d'une certaine manière, c'est renoncer à des intérêts que tu pourrais générer en contrepartie d'aucun risque supplémentaire. Dommage. Ok. Alors là, on va rentrer dans le cœur du réacteur. Quand j'ai reçu Philippe Brassac, je lui parle notamment de... Alors, c'est un peu concurrent à ce que tu fais, j'imagine, mais Sumeria, où il y a Revolut qui fait ça. Moi, je suis client Sumeria, très content. J'aime beaucoup Cyril Chiche et son associé Antoine Porte. Et sur mon compte courant, il me refile 2% par an. Ouais. Et je me dis, au début, en fait, pour moi, c'était tellement anti... tu vas te dire, mais attends, sur le concours, j'ai jamais gagné d'argent, donc c'est trop bizarre. Ouais. Et donc, j'en parle à Philippe Brassac dans cet épisode. Et je lui dis, mais c'est qu'en fait, votre truc, c'est un rip-off, c'est du vol, en fait, si vous me rémunérez pas. Alors, je te vois faire la grimace et dire, oui, c'est pas complètement faux. Lui, il explique un truc. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Mais il explique un truc, il dit, oui, mais regarde, nous, en France, parce que dans le monde entier, en fait, j'exagère peut-être pas, tu me le diras, les comptes courants sont rémunérés, plus ou moins, quand les marchés... Exactement. Dans le monde entier, on a un dépôt bêta, on voit la rémunération des banques centrales qui sont données aux clients finaux, qui sont extrêmement élevées par rapport à la France. Voilà. Ouais. Il me dit, en revanche, dans le monde entier, t'as pas d'emprunt à taux fixe. Et il me dit, tu te rends pas compte de ce que ça coûte aux banques. Enfin, quand les taux partent dans l'espace ou redescendent et qu'on gagne zéro, il me dit, en fait, nous, on garantit, quoi. Donc, quand t'empruntes pour acheter un bien immobilier, pour réexpliquer ce que je viens de dire, t'empruntes... allez, on va faire 1 million. Ouais. T'empruntes 1 million à taux fixe. Moi, il y a quand même quelques années, j'empruntais à 1%, 0,9%. Ouais. Bon, on va rester sur 1%. Ça te coûte... Après, ça descend parce que ton emprunt descend, mais ça te coûte 10 000 balles par an. Ah ouais. Quand le taux monte et qu'il est monté jusqu'à 4-5%, tout d'un coup, tes 10 000 balles se transforment en 50 000 balles par an. Quand ta douille, elle passe de 900 euros par mois à 5 000 euros par mois, tu fais un peu la gueule, tu vois. Et donc, c'est vrai que lui, il dit,
c'est un peu la contrepartie. C'est-à-dire que nous, il faut bien qu'on gagne de l'argent quelque part. Donc, tu as 100 000 balles sur ton compte en banque, j'en prends 2250. Donc, quand les taux montent, moi, je gagne là-dessus. Et quand les taux redescendent, alors, c'est un bon élément de réponse, mais c'est vraiment une partie un peu de rhétorique qui est pas complètement vraie quand même. Déjà, pour deux raisons, enfin pour plein de raisons, mais deux principales. La première, c'est que effectivement, donc c'est un avantage. En France, on a des prêts à taux fixe. Donc, les gens qui empruntent de l'argent vont pas subir les hausses potentielles ou les baisses potentielles de rendement à l'avenir. Mais pour autant, le taux d'emprunt va quand même, entre guillemets, pricer l'incertitude de l'avenir. Donc, en gros, si le taux variable à un instant T, il est de 3%, t'empruntes à taux variable aux États-Unis, ça va être 3%. Mais en France, ça va être, par exemple, 4,5%. Et ce spread de 150 points de base, par exemple, c'est une manière de se hedger, sur justement cet aléa d'avenir. Okay. Et t'inquiète que les banques, département des risques et ce qu'on appelle l'ALM, qui gèrent justement les actifs et les passifs, tout ça est bien hedgé. Il n'y a pas vraiment de perte là-dessus. Premier point. Et deuxième point, c'est que tu vois, ça fait pendant 13 ans, on a eu un environnement de taux assez anormal, qui étaient des taux négatifs ou nuls, ou proches de zéro. Et tu vois bien que les banques françaises n'ont pas pour autant fait faillite. Ce que je veux dire, c'est que ce stream de revenus qui est les comptes courants des Français, ce qu'on appelle les dépôts à vue techniquement des Français, nous rapportent énormément de revenus. N'est pas essentiel à la survie de la banque. C'est vraiment du beurre dans les épinards. On le sait, nous, de l'intérieur, que les banques sont ravies quand les taux augmentent. Mais c'est là où elles font leurs meilleurs chiffres. Là, en ce moment, elles font leurs meilleurs chiffres, etc. Mais ce ne sont pas des revenus qui sont, on va dire, essentiels à la survie de la banque ou quoi que ce soit. C'est vraiment du revenu bonus. Alors là, voilà, il y a des quarantaines de milliards qui sont générés sur les comptes courants des Français pour les banques, c'est super. Mais sans ça, t'inquiète qu'il y avait d'autres manières de générer des revenus. Et puis, de toute façon, alors bon, est-ce que tu es en train de me dire poliment, c'est que je me suis fait bananer, merci. Non, mais l'argument s'entend, mais c'est pas exactement ces termes non plus. Oui, il y a des couvertures qui sont prises, je comprends. Mais puis, de toute façon, à la fin, je me suis dit, bon, tu sais quoi, merci Philippe, super. Il n'empêche que moi, je vais emprunter chez toi, et puis je vais placer mes comptes chez Sumeria. Et puis point, tu vois, tant pis pour... Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut juste un peu outsmarter le truc. Tant pis, si tu ne me proposes pas les 2% chez toi, lui, je comprends qu'il se tirerait un peu une balle dans le pied à proposer. Ils ont tellement de monde que du coup, d'un coup, les gens ne le réclament pas trop, les gens ne le savent pas trop. Ils ne le savent pas trop, surtout. Donc, il se dit, je vais pas refiler tout ça, je le garde. Ce beurre dans les épinards, je vais me le garder dans ma poche, tu vois. Exactement. Bon. Donc intéressant. Et toi, tu dis, venez chez Swave. Moi, je vais trouver les meilleurs deals chez toutes ces banques. Exactement. Avec donc un truc très important, parce que il y a la garantie, comme tu l'as dit, jusqu'à un certain point, mais était vraiment infinitésimal là-dessus. Mais il y a quand même une garantie incroyable, c'est ces 100 000 € dans chaque banque. Qui sont garantis par la Caisse des dépôts. Exactement. Et ça, c'est vraiment un argument très important, puisque l'argent va être garanti par la banque contractuellement. Mais sait-on jamais si la banque faisait faillite? En dernier ressort, il y a une deuxième couche de garantie qui est la Caisse des dépôts, alors qui s'appelle même précisément le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, et qui garantit des dépôts de 100 000 € par client et par banque, et qui sont d'ailleurs il y a toute une poche de dépôts qui est confondue, mais qui ne contient pas, parce que je précise, qui ne contient pas les livrets d'épargne réglementée de type livret A, LDDS, LEP. Donc ça, c'est une autre poche qui garantit à part. Ok, donc, alors attends, il faut qu'on l'explique bien. Ouais. Donc, j'ai... à la BNP, un livret A. J'ai un livret A, un livret un LDD, un plan épargne action, un PEL, ça c'est une autre poche. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a? On a les trucs de retraite, un PER, des comptes courants, plusieurs comptes courants, et des placements sans risque. Tout ce que je pouvais ouvrir chez eux. Ouais. Donc j'ai 100 000 € de garantie sur. Non, alors, pas tout. Non, pas tout. Alors, il y a des choses. Là, tu as parlé de plein de choses différentes. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'épargne réglementée, donc par l'État, le livret A, le LDDS, le LEP, ça va être garanti par une poche de l'État qui est complètement distincte du fonds de garantie de 100 000 € dont on parlait. Donc, tu peux avoir un livret A à son plafond à 22 900 €, un LDDS à son plafond à 12 000 €. Ça, c'est garanti sur une autre poche. Ok, donc ça, je les ai. Ils sont à moi, c'est garanti par l'État. Okay. Après, le PER, avec ça, c'est autre chose. Et après, la garantie de 100 000 € par client et par banque dont on parle, du FGDR, c'est une garantie qui couvre les dépôts, donc dépôts rémunérés et non rémunérés confondus, donc qui va couvrir en gros les comptes courants, et les placements sans risque, qui sont des dépôts rémunérés. Hein, donc les livrets, les comptes sur livrets, les livrets d'épargne, les comptes à terme notamment. Okay. Donc, compte courant, livret d'épargne, compte à terme, c'est une poche de 100 000 €.
Et par ailleurs, tu peux avoir tes 35 000 € d'épargne réglementée qui sont garantis sur une autre loge. Donc, tu peux avoir dans une banque jusqu'à 135 000 et même un peu plus si tu es éligible au LEP, qui a un livret d'épargne réglementée pour les bas revenus qui sont garantis par la banque. Ok. Là, on parle de cash dispo plus ou moins immédiatement toujours. Je peux le prendre, retirer pas toujours. Donc, les livrets, oui, c'est disponible en daily, tous les jours. Après, les comptes à terme, justement, c'est un placement sans risque où tu as le concept d'échéance. Et si j'ouvre 4 comptes dans la même banque, c'est 100 000 €. C'est pas 100 000 € par compte. C'est 100 000 €. C'est pas 100 000 € par compte. C'est vraiment, comme je vous disais, tous les dépôts confondus. On les somme. Si c'est 80 000 €, c'est très bien. Mais si c'est 120 000 € et que la banque fait faillite, tu récupères que 100. Question. Par personne? Par personne et par banque. Et c'est là donc, tout l'intérêt. Mes enfants, mon épouse, tout à fait. Mon papa, ma maman, ma cousine. Si tu peux répartir. Non, mais ça, c'est un point important. C'est par personne et par banque, même par personne physique et par personne morale. D'ailleurs, les entreprises ont cette même garantie. On aurait pu imaginer qu'elles soient un peu plus élevées, mais c'est pas le cas. Okay. Le truc qui est assez important, tout à l'heure, tu parlais de Sumeria, etc., c'est que, par exemple, il y a une stratégie qui consiste à se dire, moi, j'ai plus que 100 000 € par exemple, de liquidité, et je veux me multibancariser pour maximiser ma garantie de la Caisse des dépôts, finalement. Et nous, on le voit beaucoup, d'ailleurs, on a beaucoup de tickets par banque à 99 000 €. Donc, les gens sont quand même très sensibles à cette garantie-là. Si tu veux, par exemple, chez Swave, ce qu'on aurait pu considérer comme étant un désavantage de notre modèle, parce qu'on est courtier, on n'est pas dépositaire. Ça, c'est hyper important. Nous, on n'est pas dépositaire des fonds, ils ne dorment pas chez nous. On les reflèche, on les reflèche vers des banques qui ont pignon sur rue, qui sont des banques très solides. Donc ça, finalement, c'est une force dans la mesure où ça nous permet de répartir les dépôts chez différents dépositaires, différentes banques, et qui sont en plus pas forcément des néobanques britanniques qui nous paraissent être un petit peu pas forcément les plus rassurantes du monde. Tu prends N26 Revolut et tous les autres, eux, ils ne sont pas régis par cette truc des 100 000 balles, si? Si, alors, ceux qui sont en France. Et ceux qui sont véritablement régulés en tant que banque, établissement de crédit, il suffit pas. Alors, tu peux avoir. En fait, maintenant, c'est assez uniforme au niveau européen. On n'est pas encore sur une union bancaire européenne, mais on a des principes qui sont appliqués dans tous les pays, nationalement. Donc, tous les pays de l'Union européenne, de la zone euro, ont cette garantie de 100 000 € par client et par déposant, par banque. C'est uniforme dans tous les pays. Donc nous, en France, c'est le FGDR. Dans le pays d'à côté, c'est je sais plus quoi. Et il y en a qui ont pu rajouter des surcouches? Il y en a où on peut garantir plus ou pas? Je sais pas, je me dis au Luxembourg. Non. Pas que je sache sur les dépôts. Sur les dépôts, c'est vraiment homogène. Alors en tout cas, non, mais c'est une bonne question parce que c'est un minimum syndical de garantir à minima 100 000 € par client et par banque sur toute la zone euro. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de garantie supérieure. Ok, compris. Et le dernier, le point qui mérite aussi d'être pris en compte, c'est que ça, c'est vraiment en cas de faillite de la banque. Mais déjà, pour que la banque fasse faillite, c'est peu probable, mais si tu veux, les critères depuis la crise de 2008 les critères de garantie. De garantie bancaire qui ont été établis, BAL 1, BAL 2, BAL 3, etc., imposent des fonds propres et imposent des réglementations et des ratios qui sont devenus tellement stricts, et c'est très bien, parfois on considère que même qu'ils sont vraiment trop stricts, que le risque de défaut d'une banque française aujourd'hui par rapport à après 2008, il n'a rien à voir. Donc on a déjà beaucoup moins de chance. La signature des banques est quand même bien plus, solide. Ok. Alors toi, aujourd'hui, tu t'es dit, puisque les banques le font pas, nous on va le proposer, en gros. Ouais, tout à fait. Je suis quand même inquiet pour toi, parce que je me dis, là ça va, mais parce qu'il y a des taux élevés, mais si les taux ils baissent, tu vas plus avoir de business. Moi, si tu me balances du 0,5%, Swave... En fait, tout dépend, parce que évidemment, on est sur un business... J'y vais. Je vais y aller sur ma trésor d'entreprise. Non, mais on est sur un business long taux. De toute façon, tous les business fintech ont une sensibilité taux long, short. Donc, voilà. Si tu prêtes, tu préfères que les taux baissent. Si tu collectes, tu préfères que les taux montent. Donc ça, c'est vrai. Mais pour autant... on parle le coût d'opportunité en fait dont on parle, les 1300 milliards d'euros qui sont sur les comptes courants là, ils sont rémunérés à 0. Donc en fait, il faudrait vraiment que l'environnement macroéconomique des taux directeurs repasse à 0, ce qui est... C'est des 13 milliards qui sont pas 26 milliards qui sont pas distribués en gros. 1300 milliards. Ah oui, alors ça dépend de quel taux. L'année dernière, ça représentait à peu près 49. Là, cette année, ça va représenter moins parce que les taux sont plutôt à 2. Mais ça reste quand même extrêmement important comme manque à gagner. Et donc, en fait, le coût d'opportunité d'avoir même 1% de rémunération versus 0, il est quand même intéressant. Tu vois, tu as un acteur qui a fait ça en Allemagne depuis 2012, donc la rémunération de dépôt sans risque, qui a cartonné en Allemagne. Entre 2012 et 2022, il a collecté plus de 40 milliards d'euros.
on parlait de l'arbitrage qui proposait, c'était taux à 0 versus taux à 0,2. Enfin, il proposait 20 bips. Il a collecté 40 milliards. Donc, en fait, non, il ne faut pas minimiser l'appétence des particuliers, notamment, pour avoir de la rémunération, même si elle est faible. Si elle est supérieure à 0, elle est supérieure à 0. Oui, de toute façon, en effet. Ok, donc toi, Swave, c'est pas toi qui me prêtes l'argent, hein, on est d'accord. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je ne prête pas d'ailleurs. Hein. Oui. Moi, toi, t'es pas une banque. Moi, je ne prête pas. Moi, je te donne de la rémunération sur ton excédent de trésorerie. Cependant, j'imagine que tu es quand même régulé par quelque chose parce que, oui, on est régulé en tant que courtier, justement. Donc l'argent transite, mais tu ne le stockes jamais chez toi. On ne le stocke jamais chez nous, exactement. Okay. En tant que courtier et en tant qu'un deuxième titre qui est conseiller en investissement financier. Donc ça, c'était pas nécessaire, c'était pas obligatoire sur notre business, mais on voulait avoir le droit justement de conseiller des clients qui nous demandent un éclairage sur leur allocation, quoi. Compris. Ok. Et alors, ça veut dire qu'il va où? Mon argent, il est stocké chez qui? Et bien concrètement, ton argent, il va être stocké chez des banques, puisque en fait, les placements sans risque, ce n'est autre que de dire je contractualise avec une banque qui est dépositaire, qui garde mon argent à tel horizon, et la banque, en contrepartie de quoi, elle va me payer un rendement. Okay. Donc, elle peut être elle est stockée dans la banque que tu choisis. Ah, c'est moi, c'est moi qui choisis ou c'est toi qui choisis? Parce que moi, à la limite, je m'en fous. Moi, tu me dis, c'est une banque. Limite, tu m'as expliqué tout à l'heure. Moi, je peux te laisser. Tu me dis si c'est une banque de troisième division qui a un peu de risque, mais qui me paye plus, et puis que je suis garanti jusqu'à 99 000 euros. Fine, vas-y, Karen Laure, choisis pour moi. Quoi. Je comprends. C'est toi qui choisis quand même. Nous, on affiche les logos bancaires de nos partenaires. Là, on est en production avec deux groupes bancaires, et d'ici probablement la publication de ce podcast, ce sera avec 4 partenaires bancaires qui sont en cours d'intégration. Actuellement, c'est avec le groupe Crédit Mutuel Arkea et avec Macquarie. Okay. Donc 2 grosses banques, et les 2 prochains, les 2 prochains je les révèle pas encore, mais ils seront probablement là d'ici fin juin, et on est en cours d'intégration technique. Mais l'idée justement, c'est de référencer de manière la plus exhaustive possible le plus d'offres sans risque auprès de plus de banques possible. Pourquoi? Parce que précisément, comme on disait, à un instant T, peut-être que telle banque va avoir une meilleure grille de taux, mais 6 mois plus tard, ça va être telle autre banque qui va avoir un meilleur taux à 3 mois. Parce que, comme on expliquait, il y a des petites variabilités dans les modèles en interne des banques qui font que les grilles ne sont pas toutes alignées. Donc, avoir le plus d'offres possible et le plus de dépositaires possible, ça garantit de pouvoir benchmarker et d'avoir le meilleur taux, en gros. Ok, moi, ça m'intéresse. En revanche, je veux pas que ces banques viennent m'emmerder derrière, tu vois. Je veux que ça reste géré chez toi. Je veux pas recevoir des trucs, je veux pas avoir des... C'est quoi le deal avec le cas. Non, c'est le cas. Donc, en fait, c'est vraiment des comptes techniques qu'on ouvre. Okay. Parce que tu vas avoir, par exemple, des banques ou quoi qui vont t'imposer de, si tu ouvres un compte à terme ou je ne sais quoi, de t'ouvrir en plus un compte courant et de t'envoyer une carte de crédit. En fait, je dis ça, pardon, c'est pas, j'ai rien contre les banques. Hein. Certains pensent que c'est le cas. Maintenant, elles sont très utiles. C'est super. C'est juste que si je commence à avoir 3, 4, 5 comptes comme ça, parce qu'évidemment, j'ai plein de cash dispo, donc j'en ouvrirai 12, eh bien... j'ai pas envie. Eux, tu pourrais aussi leur vendre, c'est une question, mais leur dire en plus, regarde, tu vas pouvoir rentrer Mathieu comme client. Tiens, voilà son email, son téléphone. Il a mis 99 000 euros chez toi, travaille-le et puis file-moi 2000 balles en échange. Tout à fait. Non, c'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment d'avoir des comptes techniques rémunérés. Si tu veux, alors les seules interactions que tu as avec la banque, en général, c'est que la banque t'envoie un email ou un SMS, ou parfois les deux selon les partenaires, te disant tiens, hello Mathieu, nous venons de recevoir ton virement de 99 000 euros, juste pour que toi tu sois bien rassuré que c'est pas Swave qui est parti avec Obama, c'est qu'il est chez le dépositaire l'argent, et que ton placement sans risque a été ouvert. Mais après, si toute l'information est consolidée chez Swave, et tu as une seule visibilité via nous. Et là-dessus, j'ai cette... Ah oui, il y a un... Comment ça s'appelle? C'est SFU ou... Non, c'est quoi tous les ans, tu sais, tu dois recevoir pour les impôts un truc qui te dit combien tu as placé, etc. Il me l'envoie aussi, j'imagine, tous les ans, il m'envoie un truc, la banque. Il te l'envoie. Alors, en fait, c'est même reporté automatiquement parce que tout ça est assez bien fait. En général, c'est à la flat tax. Donc, les intérêts que tu as générés vont être... c'est 30%, c'est pas sur mon... Ouais, en fait, comme toutes les plus-values maintenant en France depuis un moment, à part exonération très spécifique du type livret A, toutes les plus-values sont taxées à la flat tax, donc 17,2%, donc 30% la flat tax, qui a un package de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'imposition. Okay. Et tu peux te demander une exemption de flat tax, by the way, si jamais ta tranche marginale d'imposition est inférieure à 12. Donc, tu as le droit
tu vois, si c'était plus favorable pour toi de passer sur ton impôt au revenu, quoi. Voilà. Ok. Donc, clair. Donc, ça, tu le fais aujourd'hui chez 2 partenaires. Donc, jusqu'à 200 000 euros, je suis garanti. Exactement. Jusqu'à 199 Tout à 900. fait. Bientôt 4. Bientôt 4. Donc pour les gens qui ont 400 000 euros. Pour les gens qui ont 400 000 euros. Et je garantis quoi? Combien je peux placer à combien? Parce que là, quand je vais sur le site, bon, j'étais en train de me créer un compte, mais il me demande un code parrainage, donc il va falloir que j'attende la fin de l'épisode pour te demander. Non, tu peux. Alors là, actuellement, mais c'est des grilles qui sont rafraîchies en fait toutes les semaines. C'est au moment où on enregistre. Voilà, au moment où on enregistre. Parce que là, je vois du 2,6, 5,4, 1,8, 1,8, 2,10, 2,30, 2,60, compte 45 ans. Non, mais il y a différentes grilles et puis il y a différents partenaires, il y a différentes échéances. Mais grosso modo, les taux, le plus bas taux qu'on doit servir aujourd'hui, c'est à peu près 1,80 aujourd'hui. Compte à terme pro 2 ans. Et le plus élevé, c'est 2,60. Bien qu'il y en a un qui passe à 2,70 aujourd'hui, je le sais. J'ai un 5,40. Et alors, voilà, tout à fait. Et alors, après, tu as des offres promotionnelles, notamment sur les livrets, puisque les livrets, c'est un placement qui n'a pas de concept de fin. Donc, souvent, pour, on va dire, attirer des clients sur les livrets, on va dire, les X premiers mois, on te garantit un rendement, alors que le livret, c'est un placement à taux variable où le rendement évolue après tout le temps, et donc, tu n'as pas de garantie. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a une offre promotionnelle assez intéressante qui sera toujours d'actualité, je pense, quand le podcast sortira, et qui a 5,40% de rendement garanti sur 2 mois, qui est effectivement une offre très attractive. Je réfléchis, 5,4 sur 100 000 euros sur un an, ça fait 5 400. Donc sur 2 mois, ça fait 5 400 divisé par 6, ça fait quasiment 1000 balles. Exactement. Et après, quand tu... Alors, en revanche, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'au-delà des 2 mois, le taux repasse à un taux à peu près normal, qui est à 2%, qui est très proche justement du taux sans risque. Ok. Mais bon, 2%, ouais, c'est bien. Mais tu vois, le truc qui est important de préciser sur ces différentes échéances, c'est qu'en fait, tu as une dichotomie entre 2 trucs importants. Les placements à taux, dans le monde du sans risque, les placements à taux variable, les placements à taux fixe. Les placements à taux variable, de type livret, ils vont évoluer avec les taux. Donc, si les taux de la Banque centrale baissent, le taux va baisser, etc. Si le taux monte, le taux va monter. Les placements à taux fixe, c'est une manière de te verrouiller un rendement et de te le loquer sur toute la durée du placement. Donc, si aujourd'hui, tu as la conviction que les taux vont baisser sur les 12 prochains mois, ça peut être plus malin de te verrouiller un compte à terme 12 mois où tu as la garantie dès aujourd'hui d'avoir ce rendement-là, plutôt que de subir toutes les baisses de taux successives qui vont arriver sur 12 mois. Donc, voilà. Ok, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ce business de taux qu'on réserve aux professionnels, tu vois, là, tout ce que tu m'expliques, là, on va commencer à pouvoir vraiment soi-même gérer sa trésor vraiment avec de manière optimale, en fonction de ses convictions et puis de ses besoins à chacun, quoi. Tout à fait. Et de sa visibilité sur est-ce que je sais ce que je vais devoir faire de mon cash à 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Parce qu'il faut savoir que quand on dit que les Français sont averses au risque, c'est principalement 2 dimensions. La première, c'est j'ai peur de perdre mon capital, donc j'ai peur de perdre mon argent, ça c'est naturel. Et la deuxième, c'est quand même, j'ai peur que mon argent soit pas accessible, qu'il soit pas dispo alors que j'en ai besoin. Parce qu'on a en général en France, on a quand même du mal à se projeter à des horizons lointains pour savoir ce qu'on va devoir faire, pas faire. Et voilà. Attends, je vais dire, c'est quand même le b.a.-ba. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode là-dessus, mais sur les strates d'investissement et de patrimoine. On te dit, en gros, il faut minimum 2 mois, 3 mois, 4 mois de salaire, enfin d'épargne de précaution. Je veux dire, assez vite, tu arrives sur du 40, 50, selon les personnes. Tu as un foyer, tu es 3, 4, 5, tu habites dans une grande ville avec tout qui est cher. Tu arrives assez vite à 50 000 balles, 60 000 balles. À 2, si tu es un peu safe, ceinture bretelle, encore une fois, tu mettais 100. Là, encore une fois, à 5,4%, on parle de 1 000 euros sur 2 mois, hein. C'est pas, je veux dire, plutôt que 0. Je veux dire, moi, 1 000 euros sur 2 mois, je les prends, quoi. C'est loin d'être négligeable. Ça va être mieux pour mes vacances, tu vois. Et c'est loin d'être négligeable. Et comme tu le disais, dans la théorie un peu économique d'allocation de patrimoine, on te dit qu'il faut avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois de salaire en fonction des revenus, etc. Mais en tout cas, nous, là, ce qu'on observe aussi pour plein de raisons, parce que là, au mois d'avril, les marchés financiers se sont fait défracter, donc les gens étaient en panique, tout le monde est sorti de ses positions, à perte. Et ce qu'on observe, c'est que bien souvent, ces allocations sans risque, elles vont quand les gens savent que c'est possible, en fait, apprennent que c'est possible, elles vont bien au-delà de cette épargne de précaution. Oui. Mais souvent, à minima, en tout cas, tu as ça. À minima, tu as ça. Et voilà, et en effet, tu peux aller bien au-delà.
pour ceux qui sont total averses au risque, ce qui n'est pas mon cas. Non, parce que toi, t'es full crypto, mais je veux dire, pour les gens qui sont pas full crypto. J'aimerais bien. Non, faut pas dire que t'es full crypto en ce moment. Non, c'est une mauvaise chose. Tu vois, il t'arrive, on te coupe des doigts, on t'enlève tes enfants. Ah ouais, non, c'est terrible. J'ai encore vu ça. Ouais, donc non, moi, tu sais, moi, j'ai pas d'argent. Non, t'as pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais... Non, je suis full IMO. De toute façon, tu peux pas me. Moi, c'est assez vrai en fait. Donc voilà, tu peux m'extorquer de l'IMO, mais bon, il va falloir aller chez le notaire. Tout ça, c'est chiant. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais et d'ailleurs, c'est pas que l'aversion au risque qui fait qu'un mec va mettre tout son patrimoine là-dedans. Donc ça, c'est effectivement un profil spécifique. Mais tu as aussi en fait des moments de ta vie où tu es sujet à ça. Ouais. Donc les placements sans risque, ils ont aussi une vocation qu'on appelle les placements d'attente. Quand tu sais qu'en fait, dans 2 ans, tu vas devoir débourser de l'argent pour ta résidence principale, ou dans 3 ans pour te marier, ou je ne sais quoi. PER. Quoi, PER? Résidence principale, c'est PER. Si tu débourses de l'argent parce que c'est là... Tu peux débloquer ton PER pour ta RP, c'est vrai. Mais je veux dire, alors attends. Non, on va... Ok, je te réponds après sur ce point. Challenge-moi, vas-y. Je te réponds après sur le PER. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as des horizons très faibles de temps, qui sont pas du tout des horizons qui sont adaptés au marché risqué, parce qu'il faut quand même le rappeler que quand on va sur un marché risqué, un marché action, on est censé avoir au moins 10 ans devant soi. Hein. Là, ça, les gens ont tendance à l'oublier, parce que les gens se prennent pour des traders intraday. Mais en réalité, il faut avoir 10 ans devant soi. Donc, quand on a un horizon temporel plus faible, il faut aller sur des placements sans risque. Donc, l'apport de son appartement de sa résidence principale, l'argent de son mariage, de que sais-je, de son divorce, ses provisions pour la vie d'avenir. Ça peut être des placements d'attente qui sont sur ces typologies de livrets de compte à terme, alors même qu'on peut avoir par ailleurs un profil de risque assez risk-taker. Tu vois. Je l'avais, l'argent pour le mariage, le préparer l'argent pour le mariage, j'avais pas anticipé. C'était Naval le divorce, Naval Ravikant qui dit, tu vois qui c'est Naval Ravikant? Non, c'est exceptionnel. Okay. Pareil, je te partage, c'est un financier américain qui est pour moi pas un gourou, mais pas loin. Okay. Et donc, non, d'ailleurs, c'est Ramit Sethi, c'est un autre. Et lui, il dit, en gros, il économisait depuis ses 18 ans, limite, et pour arriver à 27 ans où il avait payé la bague de fiançailles, parce que c'est un gros sujet aux États-Unis, le mariage, etc. Il faisait des poches comme ça avec tout, les études de ses enfants, etc. Tous ses projets de vie. Tous ses projets de vie, et comme ça, tout était comme ça. J'avais pas forcément anticipé je vais avoir une poche divorce, c'est quand même sordide, mais à la fois c'est potentiellement rationnel, pragmatique. Est-ce que tu as dans la théorie un peu économique? Chérie, c'est quoi ce compte divorce que tu as non, mais au cas où, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que dans la théorie économique, on te dit plus tu es jeune, plus tu as longtemps devant toi, avant a priori que tu décèdes, et donc plus il faut aller sur du risqué, des actions, etc. Certes, c'est une manière de voir le truc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la vraie vie pratique, plus tu es jeune, plus tu as d'aléas à 3, 4, 5 ans. Tu sais pas si tu vas te marier, devoir acheter une résidence principale, avoir des enfants, donc déménager à nouveau, etc. Partir à Bali. Et donc, partir à Bali. Donc, plus tu es jeune, plus tu as d'aléas à 3, 4, 5 ans, et donc plus tu as de l'incertitude quant au fait que tu peux vraiment immobiliser cette somme sur 20 ans. Donc, c'est pas si clair, en fait, le truc de plus t'es jeune, plus faut aller en action. Enfin, voilà. Donc, voilà. Démontre-moi le PER, alors vas-y. Ah non, alors le PER, c'est une autre histoire, mais c'est plus que le PER, en réalité, c'est une enveloppe un peu, alors qui peut être assurantielle ou qui peut être compte-titre, mais c'est une enveloppe dans laquelle tu mets bien souvent des actifs risqués, ce qu'on appelle des unités de compte. C'est objectif long terme. Voilà, objectif long terme. Et d'ailleurs, normalement, sauf cas de rupture de l'enveloppe du type j'achète ma résidence principale ou je ne sais plus quoi, tu as quelques conditions de sortie, mais normalement, tu es bloqué jusqu'à la retraite, 64 ans, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que comme tu mets des actifs risqués dedans, qui sont parfois très risqués, des actions leveragées, etc. Et bah, tu vas, si tu dois sortir pour ta résidence principale à un instant T précis qui t'est imposé, que tu ne choisis pas, tu peux aussi subir une plus-value assez importante. Donc, moi, si jamais je sais que dans 2-3 ans, je dois arrêter ma résidence principale, je ne vais certainement pas ouvrir un PER et mettre des actifs risqués dans un PER. Le PER, ça a vocation à être sur des périodes assez longues et c'est effectivement une bonne enveloppe quand on sait que la retraite par répartition ne marche plus et que quand on aura 64 ans, nous, notre génération, on va certainement toucher peanuts et qu'on sera content d'avoir capitalisé sur les marchés boursiers sur 20 ans. C'est très intéressant fiscalement aussi. De toute façon, en France, la fiscalité, c'est un argument décisif. Décisif. Mais quand il y a trop d'avantages fiscaux, il faut toujours se poser la question de pourquoi. C'est vrai. Alors, il y a la sortie, il faudra voir. On ne sait pas exactement. On sait, ça te coûte à la sortie, mais normalement, tu as tellement capitalisé. Normalement, tu as moins de fiscalité à la sortie du PER que quand tu es en pleine activité. Mais après, voilà. Tout dépend qui dirigera ce pays à la sortie aussi, je pense. C'est un autre sujet. Si je vais chez Swave, que j'ouvre ses comptes, que je ressors,
que j'en ouvre un deuxième, que je veux une deuxième banque, Ouais. que je re-rentre, que je ressors, que je fais toutes mes opérations sur Swave.fr. Je vais Tout à pas fait. me taper l'ouverture de compte, le machin, parce que moi j'ai trop de comptes partout, ça m'angoisse, ça me rend ouf. Non, bien sûr. En fait, nous, on n'est pas un comparateur qui ensuite te reflèche vers le site de telle ou telle banque. L'expérience, elle est vraiment intégrée de bout en bout. Donc, sur notre site, tu vas aussi bien opérer ta vérification d'identité que le choix de ton placement, que ta souscription et ta signature de contrat. Puis, une fois que c'est ouvert, tu pourras visualiser tes intérêts et avoir ton tableau de bord. Donc, il n'y a aucune opération externalisée à Swave. Tout est là. Ok. Et si je vais chez Soch, si je vais chez Swave et que je mets un code parrainage, martingale par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que j'ai ? Par exemple, la martingale, lâchée en majuscule. Alors voilà, je vais essayer tout de suite, mais il n'est peut-être pas actif au moment où on enregistre. Il n'est pas encore actif, mais il le sera. Et en réalité, si tu mets ce code de parrainage, on s'est dit qu'on faisait une petite sorte de promotion sur le rendement des comptes à terme à partir de 12 mois pour les particuliers et qu'on donnait en fait 0,5% de rendement en plus sur la première année. Donc, imaginons que tu as un rendement à 2% par an sur un compte à terme à 12 mois. Okay. Avec le bonus, la martingale, le rendement total sommera à 2,5% sur la première année. Pas mal, c'est pas dégueu. Ça, mais tu peux d'ailleurs ouvrir un compte à terme 2, 3 ans, 4 ans, enfin peu importe. Mais simplement, ce bonus opère sur l'année 1. L'année 1. Voilà. Bon. Écoutez, vous avez gagné, si vous avez 100 000 euros, vous avez gagné 500 euros grâce à moi. Ah, tout à fait. Et moi, tu me donnes combien là-dessus ? Ah, on va en parler après. Non, normalement, je gagne rien. C'est pas l'objectif. On me corrompt. On me corrompt. Non, mais en fait, je me dis, attends, mais Donald Trump, il s'emmerde pas de tout ça. En fait, lui, il prend un Boeing qui est payé personnellement par un État qui n'est pas américain, et puis qui lui laisse l'avion présidentiel à la fin de son mandat, et puis il signe des deals avec ça. Surtout, il fait bouger les marchés. En fait, il ouvre la bouche et il fait bouger les marchés de plus 30%, moins 30%. Ouais. Donc, c'est facile de monétiser cette capacité. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas faire bouger les marchés de 30% en un jour. On va essayer d'aller là-dessus. Ok, toi, tu gagnes combien ? Je place 100 000 euros, je suis déjà à 2,25, tu vas pas me redonner les 2,25 à moi, tu vas me redonner une partie. Alors, si, en fait, les taux qui sont affichés, ils sont nets pour vous, parce que le service est entièrement gratuit. En revanche, nous, pour les auditeurs, mais on est payé en tant qu'apporteur d'affaires par les banques. Okay. Donc, en fait, on a un cut sur l'AUM, donc sur l'encours, qu'on leur amène, qui est assez faible, qui est de l'ordre de 20 points de base, entre 20 et 25 points de base par an. 0,2%. 0,2%, pardon. Sur 100 000, ça fait 200 euros. Donc, c'est un business vraiment de faible marge, puisque, comme tu le sais, la plupart des plateformes d'investissement qui vendent des actifs plutôt risqués, de type actions, etc., elles vont plutôt charger en général des marges annuelles, ce qu'on appelle des frais de gestion, plutôt de l'ordre de 1%, 1,5%. Donc nous, c'est des marges qui sont 8 à 10 fois plus faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, on nous dit « Ah, mais vous vous êtes attaqué à la face nord de l'épargne. C'est un business de faible marge. Mais on pense que nous, le besoin est là. Donc en fait, on veut répondre à ce besoin-là. » Après, la réalité, c'est que en tout cas, moi, j'estime, en mon âme et conscience, pour avoir beaucoup regardé de propositions de plateformes d'investissement, de CGP, etc., que parce que les marges qui sont dans les produits d'investissement sont proportionnelles au risque, souvent, il y a une sorte de désalignement des intérêts où on va avoir tendance à pousser des produits un peu trop risqués par rapport à la demande des particuliers. Oui, parce que tu veux prendre quand tu prends 0,2% sur un truc... Voilà. Ouais, ok. Alors que si tu vends un produit structuré hyper complexe avec un sous-jacent leveragé x10, etc., tu vas prendre 2,5% par an de marge. Donc, c'est pas la même histoire. Et donc, nous, justement, le fait qu'on soit vraiment spécialisé, entièrement dédié au sans risque, ça fait qu'il n'y a pas ce désalignement des intérêts où on va essayer de te dire peut-être une petite poche de sans risque et plein de risques. Nous, c'est des gens qui ont besoin de sans risque. C'est chez toi. Ok. Je me dis, donc tu vois, depuis tout à l'heure, je te disais, c'est un peu concurrent ce que fait Sumeria ou ce que font d'autres, les Anglais, les Allemands dont on a parlé là tout à l'heure, mais finalement pas tant, parce que déjà, toi, tu peux me proposer des rendements plus intéressants. Potentiellement. Voilà. Et surtout les benchmarker sur plusieurs banques. Ouais. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que mine de rien, c'est toujours un peu l'idée, mais ça sort un peu de mon compte courant. Parce que
le compte courant, enfin, c'est quand même ton compte courant, quoi. C'est là Exactement, où... tu as tendance à dépenser un peu l'argent. Et c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment une barrière psychologique à se dire c'est un placement. Il est dans une poche à part. Je n'ai pas de carte de crédit qui me permet d'y accéder. Non pas que le compte courant rémunéré soit pas une bonne chose, hein, mais... Et du coup, tu as tendance à considérer qu'il est placé, que tu n'aimes pas le dépenser. Et l'intérêt pour la banque qui te propose un truc technique, hein, c'est que elle, donc toi, elle te reverse 0,2 points de base, comment t'as dit 20 points de base, donc 0,2%. 0,2%. Et 20 points de base, elle va en prendre combien ? Alors, elle, en fait, c'est parce que moi, tu lui apportes pas un client, techniquement. Tu lui apportes du cash. Du cash, de la collecte. Et elle est contente juste avec ça. Elle est contente parce que, tu sais, on reboucle avec notre point initial qui est les banques ont besoin de collecter pour leur bilan, pour financer leurs activités, prêter de l'argent, etc. Donc, elles sont contentes de collecter du cash pour différentes raisons. Ok. Et alors, toi, pour ça, il faut que tu te fasses connaître à donf, quoi, en fait. C'est la difficulté. C'est vrai que c'est la difficulté. Nous, on s'attaque à un business déjà d'investissement. Il faut générer beaucoup de confiance de base pour que les gens confient l'argent. Ensuite, de volume, de faible marge, en B2C en particulier. Donc, si tu veux, toutes les cases de la difficulté sont cochées. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on a lancé aussi il y a quelques semaines le même business pour les entreprises. Mais on va y venir. Juste pour ceux qui nous écoutent, enfin moi je gagne rien, mais juste les gens qui s'intéressent à la finance sont quand même souvent... Enfin, un peu plus, peut-être qu'ils sont encore là, peut-être moins averses au risque que d'autres, quand même. Oui. Mais bon, pour ceux qui en parlent, on a tous des potes, des copines, parce que moi, c'est souvent les femmes autour de moi qui sont très averses au risque. Oh, ça, c'est un cliché. Écoute, moi, je peux te dire que ma database de clients, parce que c'est très déclaratif, la version risque. On te demande, alors toi, t'as peur du risque. Peut-être les femmes vont bien volontiers dire oui, moi j'ai hyper peur, etc. Et je pense qu'il y a un biais déclaratif sur les hommes. Mais bon. C'est possible, mais après, tu vois, on peut me dire les clichés. Moi, je vois sur la... Enfin, c'est factuel, sur la martingale. J'ai peu d'auditrices. Je fais attention à avoir beaucoup de femmes intervenantes, etc. C'est vraiment... Et alors, souvent, c'est soit vers souris, soit ça les intéresse pas, l'argent. Et ce sont des nombres, déjà en faisant venir des femmes. Tu regardes dans les métiers dans lesquels tu étais, tu as quand même moins de femmes. Moi, j'étais la seule femme de mon équipe à la BNP. Voilà. Donc, sur 30 personnes. Et voilà, et dès que tu abordes ces discussions, même dans un dîner, en fait, c'est pas ton cas à toi, mais on est tous les deux biaisés probablement. Oui, un peu biaisés. Mais voilà. Mais donc voilà. Partager ça, parce que moi je pense que c'est intéressant de voir ça, mais surtout de comprendre que la banque gagne de l'argent sur votre compte courant et sur pas mal d'autres choses. Donc juste récupérer ces 2 points par an, quoi. Moi je vois encore là, ce matin je l'ai eu, je te mens pas, je vais te le montrer, mais pardon, on dirait que je suis un petit paiement d'intérêt. Ouais, j'ai eu un petit paiement d'intérêt, regarde, hop. Ce matin, il y a 2 heures, 8h08, 33,60 € sur mon compte courant. On est ravis, 33 balles. C'est super. Non, mais attends, tu vois, sans aucun effort. Sans aucun effort. C'est ça qui est sur quand le même mois, intéressant. Donc, tu vois, tu te dis, attends, sur l'année, moi, les 400 balles que je prends, c'est cool, quoi. Bien sûr. Ok. Pour les entreprises, très vite, parce que ça aussi, on ne l'a pas évoqué tant que ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment dingue. En fait, je veux dire, moi, j'ai eu... Enfin, j'ai jamais... Tu vois, quand t'es petite, les TPE et PME, tu peux avoir par moment jusqu'à 1 million de cash sur ton compte. C'est énorme. 1 million, quand t'as pas vraiment de directeur financier, que t'as pas le temps, en fait, toutes ces choses-là, placement, etc., tu viens chez toi, sur 1 million, 2%, c'est quand même 20 000 balles. C'est assez intéressant. Tu sais, quand on disait plutôt qu'on avait 1300 milliards d'euros qui dormaient sur les comptes courants des Français, en réalité, t'as à peu près 600, un peu plus de 600 d'épargne de particuliers et 700 de trésorerie d'entreprise et d'administration. Donc en fait, tu as plus de la moitié de cet argent qui est de l'argent d'entreprise. On aurait pu penser justement que entreprise égale directeur financier égale placement, optimisation de trésorerie, mais en réalité, en pratique, très peu. 90% des entreprises, qui sont des entreprises de moins de, je sais pas, je dis une connerie, mais des petites entreprises qui n'ont pas de DAF, qui n'ont pas à l'esprit ça, et puis aussi les dizaines d'années en fait de taux négatifs ou nuls nous a fait au fait oublier l'intérêt de la rémunération de trésorerie. Maintenant qu'on a ce regain d'intérêt, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs pour les trésoreries, on a des comptes à terme qui commencent avec des échéances toutes petites de 1 mois. Comme ça, si on n'est pas très clair sur son BFR, on n'est pas très clair sur ce qui nous attend, le prévisionnel, etc.,
on peut renouveler des placements de 1 mois. Et donc ça c'est pareil, c'est juste du transfert d'argent. Je vais Tout pareil. de mon compte Conto, je me crée un compte chez toi sur Oui. Swave, j'envoie l'argent sur un IBAN qui est d'une banque que tu vas me donner. Ouais. Et après quand je veux récupérer l'argent, voilà, il y a des Quelques endroits, clics. il y a des moments où je dois le laisser 5 mois, 6 mois, 8 mois, c'est ça selon. Bah, tu choisis vraiment ton Ouais. échéance et justement pour les entreprises, on a démarré avec des échéances très petites, 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. De manière à ce que si tu as des problèmes de prévisionnel ou de BFR ou que tu dois faire des réinvestissements, etc. Tu peux tout. On a plein d'entreprises qui renouvellent simplement du 1 mois. Ils rollent tous les mois du 1 mois, comme ça ils ajustent, ça les stresse pas, quoi. Ok. Parfait. Et quand l'échéance est arrivée à terme, l'argent m'est automatiquement renvoyé ou il reste sur le compte? Alors, tu as 2 options. Tu reçois un mail 48 heures avant ton échéance pour te dire, dans 48 heures, ça arrive à échéance, est-ce que tu voudrais renouveler ton compte à terme dès maintenant? Comme ça, tu perds pas le temps que l'argent revienne, 48 heures de virement interbancaire, que tu ressouscrives, etc. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que maintenant, le temps doit croître avec le temps qui passe. L'argent doit croître avec le temps qui passe. Et donc, on te permet d'optimiser tout ça. Et en quelques clics, tu peux renouveler ton placement immédiatement, de manière à ce que ça s'enchaîne, si nécessaire. Bon. Et sinon, si tu souhaites récupérer ton argent, il est reviré immédiatement. Les 0,5% de la martingale, ils sont bons pour les entreprises aussi? Ah, c'est une promotion qu'on a établie pour les particuliers sur le code de parrainage. Désolée. Donc, a priori, c'était... Mais on peut y réfléchir, mais là, on a fait le setup sur les particuliers. On m'a appris que dans la négo, il fallait faire des silences. Qui tient la pause le plus longtemps? Il va devoir faiblir avant moi. Bon, tu vas faire un truc pour les entreprises. Ok, je vais réfléchir pour les entreprises. Ok. Bon, ça peut être un montant fixe, je sais pas, tu te débrouilles, c'est bien. Ok. Je pense que les entreprises, elles seront fidèles, c'est des gens qui... c'est bien, les particuliers Non, mais aussi. c'est très bien les entreprises. Hein. Et moi, j'étais étonnée de voir la demande justement sur les entreprises, pensant qu'elles étaient mieux servies par leur banque. Non. Parce qu'en fait, plus t'as de cash, normalement, c'est ça le problème, hein, c'est que plus t'as de cash, plus t'es riche, plus ton banquier, il se plie un peu en quatre pour te faire plaisir. Normalement. On pourrait reparler de ça pendant longtemps. Ok, Karen Laure, t'as une petite martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un petit truc de toi qui a grenouillé dans les marchés financiers, dans tout ça? Eh bien, au risque de te décevoir, pas tellement. Je suis vraiment... en fait, c'est pas pour parler de ma boîte, mais en réalité, moi, je suis vraiment la persona pour laquelle j'ai notamment créé ma boîte. Après avoir justement baigné dans les marchés financiers à fond, je suis full sans risque, quoi. Ça veut dire quoi? T'y crois plus? Tu te dis que c'était vraiment... C'est pas que j'y crois plus, mais je sais que moi, j'ai les aléas de ma vie qui arrivent. Là, je suis en train d'ailleurs d'essayer d'acheter une résidence principale. Il y a tel et tel truc qui arrive, etc. Tu vas te marier? C'est pas grave. Ta mère va peut-être écouter Je vais ça. te divorcer, non? Eh bien oui, je vous l'annonce tous, je vais me marier. Non, mais donc du coup, moi je sais que là, j'ai pas de visibilité. Donc, peut-être que ce sera le cas à un moment, et que peut-être qu'à un moment, je me dirai, ok, donc là, j'ai X dizaines, centaines de milliers d'euros où je peux aller sur les marchés risqués, actions, voilà. Mais je ne mesure que trop bien le risque de ces marchés pour y aller sur des périodes courtes. Donc, pour l'instant, j'y vais pas. Tu sais que le recovery time, par exemple, sur le CAC 40, qui est un peu l'indice de référence boursier en France, donc recovery time, c'est le temps que tu prends quand tu as une baisse de marché à revenir juste à l'équilibre, au break-even. On ne parle pas de faire une plus-value, on parle de revenir à zéro. Si tu as investi, par exemple, si tu avais investi, je sais pas, en l'été 2007, donc vraiment le début de la catastrophe, bah en fait, on est revenu, je crois, au break-even vers l'été 2015. Donc, ça a mis 8 ans. Donc, tu te rends compte les reins solides qu'il faut avoir quand, en fait, tu as investi et que tu attends pendant 8 ans juste de retrouver ta mise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste... Et encore, les performances passées ne présagent pas des performances futures. On n'est pas à l'abri d'avoir une crise économique où le recovery time sera bien plus long. Mais voilà, c'est juste pour donner un ordre de grandeur d'idée. Quand on dit qu'il faut vraiment 10 ans pour investir sur les marchés risqués, il faut 10 ans. Ok. Écoute, mais donc t'as rien investi? Ouais, je suis trop nulle, j'ai aucune martingale personnelle. Moi, non, mais je suis full sans risque. Donc, livret, compte à terme, fonds monétaire, c'est mon allocation la plus risquée, c'est le fonds monétaire. Fonds monétaire, d'accord. Fonds euro, donc ou c'est non, alors fonds euro, c'est même pas des fonds monétaires, Non. c'est encore autre chose, c'est une assurance. Fonds monétaire, c'est quoi? Fonds monétaire, c'est des fonds dans lesquels tu vas avoir des obligations d'État, Ok. mais versus le fonds euro où en fait le sous-jacent c'est des obligations très longues, plutôt 10 ans. Les fonds monétaires, c'est des obligations très très courtes, 3 mois, qui sont relais en permanence Ok. et qui te donnent accès en fait pour le coup à un rendement qui est très proche du taux sans risque de la BCE. Ok. Très bien. Et on peut les choper chez toi aussi, ça, les fonds monétaires? Et ben, au mois de juin, on a fait notre premier partenariat avec un asset manager pour distribuer des fonds monétaires.
Pas mal, pas mal. Swave.fr, le code c'est la martingale. On te suit sur LinkedIn par exemple. Plutôt LinkedIn, ouais, je suis pas trop présente sur les autres. Karen-Laure Mregen, comment on l'écrit? Je l'ai plus sous les yeux, c'est M-R-E-J-E-N. Tiens, j'ai quand même un truc, parce que ma copine Maud Caillot, que j'adore, la semaine dernière... Qui est ma copine aussi, c'est vrai, beaucoup. Elle a balancé quand même un produit à 7% par an. Et à un moment, elle disait que c'était, je dirais pas sans risque, mais pas loin. Je crois que c'était quasi écrit. Et je me demande si elle l'a pas corrigé. Mais... Alors, c'est intéressant. Donc, j'ai pas vu cette publication de Maud, que je salue par ailleurs. Le capital est 100% garanti. Le seul risque en cas de faillite est en cas de faillite de l'émetteur. Ouais. Alors ça, c'est hyper important. D'ailleurs, tu as raison, j'ai pas parlé de la garantie en capital, qui est un peu le nerf de la guerre. C'est qu'en fait, sur une garantie en capital, il y a 3 choses à prendre en compte. Le niveau de la garantie, 100% en général, ça nous échappe pas. Ensuite, qui garantit, hein, est-ce que c'est une institution financière solide? Ça, on en a parlé, le fonds de la Caisse des dépôts, la garantie, la banque, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est l'émetteur, donc c'est une banque probablement sur ce produit. Si la banque fait faillite, le papier vaut 0. Et après, le dernier truc, et que ça qui est un peu moins trivial, c'est vraiment l'échéance à laquelle le produit est garanti. Donc les placements sans risque, les livrets, les comptes à terme, ils sont garantis 100% en capital tout du long de la vie du placement. Donc quel que soit le moment où tu récupères tes sous, il est garanti. Le placement dont tu dois me parler avec quasi 100% de certitude, alors j'ai pas d'écran sous les yeux, donc je fais l'hypothèse. Ça doit être un produit structuré. Tout à fait, moi, exactement. je connais très bien les produits structurés, mais où la garantie en capital n'opère qu'à l'échéance, souvent avec des échéances assez longues. On n'a jamais structuré en dessous de 3-5 ans. Et donc, on te dit, si tu as les reins suffisamment solides pour attendre ces 3 années, etc., là, tu as ta garantie qui opère. Mais par contre, chemin faisant, on a ce qu'on appelle le mark-to-market, donc on a le prix du structuré, le prix secondaire, qui peut très fortement varier. Et si tu as besoin de récupérer tes sous chemin faisant pour une raison X ou Y, là, par contre, tu peux très fortement perdre de l'argent. Surtout que, après, c'est des trucs très techniques, mais c'est la banque émettrice, c'est l'émetteur du structuré qui a le pouvoir de faire le prix secondaire. C'est très discrétionnaire, c'est très largement discrétionnaire. Donc voilà, si vous allez sur des structurés 100% capital garanti, c'est pas forcément à jeter à la poubelle, mais il faut avoir vraiment conscience que la garantie en capital n'opère qu'à la fin du placement et parfois assez longtemps, quoi. Très complexe ces produits structurés. Je vais refaire un épisode bientôt avec quelqu'un que tu connais probablement bien ou très bien. J'en ai fait 2 récemment. Le DG de Club Funding, Joe Caris, que tu connais peut-être, Marc Le Sage Moretti, et le prochain sera Nicolas Marc, que tu connais sans doute. Oui, tout à fait. Et que je connais Head très of bien. EQD, BNP Paribas. Et donc on va parler un peu de tout ça parce que c'est l'un des plus gros émetteurs de produits structurés. Bien sûr. Énorme. Et donc, on va rentrer dans le détail. Tu vas peut-être me coacher. Et puis des dérivatifs. Ouais. Non, mais... Okay. Mais c'est des produits intéressants, mais c'est très compliqué à vraiment comprendre. Okay. Les barrières, les rappels. Tu vas me faire un petit cours. Ouais. Allez, merci à toi pour tout ce temps. C'était Mathieu. très clair. Plusieurs fois pendant cet épisode, je me suis dit, ok, j'ai compris plein de trucs, c'était super. Voilà. Mieux, donc cool. tu as tort d'être stressé en début d'épisode. Voilà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais placer de la trésor, à minima de la trésor d'entreprise chez toi. Je vais le faire tout de suite. Même si j'ai rentré le code et il va falloir que tu me fasses un backroll pour que j'ai mes 5%. Okay. Allez, salut. 5%, non. 0,5%, pardon. Allez, bisous. À plus. Salut tout le monde. Ciao. Partagez ces épisodes et abonnez-vous à La Martingale. Il y a plein de gens qui écoutent La Martingale qui ne sont pas abonnés, on le voit. Sur YouTube, c'est bien. Si vous pouvez vous abonner un peu partout, c'est bien parce que moi, ça me permet d'avoir plein de bons invités comme Karen-Laure. Et voilà. Et puis, partager les épisodes, c'est aussi comme ça qu'on réussit à avoir plein de nouveaux auditeurs et plein de monde et plein de sponsors qui nous aident à aller de l'avant. Bisous, salut, à la semaine prochaine.